Ensuite, le Portugal. Le Portugal, bon, on était à peu près à un peu moins de 70% et on dépasse les 100% du PIB maintenant. On comprend les difficultés, mais on verra tout à l'heure les notes qui sont données à ces différents pays, les notes financières. L'Italie. Alors, l'Italie en pourcentage n'est pas touchée énormément. On voit que entre le 103 ici et le 120, bon, il y a moins de 20 points d'écart, donc il y a moins de 20%, puisqu'on était déjà à 100. En termes de pourcentage, par exemple, l'Italie est moins touchée que la France. Hein, parce que la France, il y avait 20 points, mais on était en dessous du 100. Bref. Donc, elle est à peu près, oui, je pense qu'elle est moins touchée que la France. Néanmoins, on voit qu'au départ, déjà avant la crise, elle était étranglée, en fait, hein, puisqu'elle était déjà à plus de 100% du PIB. Et c'est ça le problème de l'Italie, c'est pas tellement qu'elle a creusé son déficit de façon considérable, c'est qu'elle était déjà asphyxiée avant, et là, ça a encore serré, donc effectivement, ça fait des dégâts. Alors ensuite, on passe à la Grèce, donc là, il faut que je décale un peu mon graphique, parce qu'on sort on sort du PowerPoint, donc je décale tout vers le bas. Les 100% se retrouvent maintenant ici, donc 90, 80, etc. Et là, on a un pays qui connaît un endettement absolument exponentiel. On était déjà à peu près à 100%, vous voyez, même au-delà. Alors évidemment, on a vu les pays qui se désendettaient légèrement avant la crise, et c'était la majorité, hein, qui remontent, si on fait l'écart entre la tendance initiale et puis le résultat, effectivement, les écarts sont beaucoup creusés. Là, on avait affaire à un pays qui s'endettait avant la crise de la dette. Et donc après, l'explosion est spectaculaire. On arrive à 165% du PIB en 2011. Alors maintenant, on sort de la zone euro, on reste dans l'Union européenne, on voit un petit peu ce qui s'est passé pour les différents pays. La Suède. Alors la Suède a été fort peu affectée, en fait, par cette crise. On le voit très nettement. Donc elle était en désendettement assez significatif, hein, avant. Et au fond, bon, il y a eu un petit pic, effectivement, mais elle a continué assez rapidement, elle est revenue au désendettement, elle a continué à se désendetter dans les années récentes. D'accord? Donc la Suède a été réellement peu affectée. Alors, le Danemark. Alors, le Danemark, lui, même si il s'en tient à, je dirais, un endettement cumulé relativement raisonnable, en tout cas comparé à d'autres, hein, le Danemark a été fortement affecté, hein, très fortement affecté par la crise, même si, effectivement, en pourcentage du PIB, il est beaucoup mieux placé que beaucoup d'autres pays, hein, mais là, on était sur une tendance au désendettement très forte. À la limite, vous voyez, on suit ici, et normalement, ils devraient être à 0% d'endettement, ils sont à 46%. Donc l'écart est considérable. Et on n'aura peut-être pas le temps de le voir, c'est dans un tableau statistique que j'ai tout à fait à la fin. Effectivement, du point de vue du chômage, le Danemark était à 3-4%, et là, il se retrouve à 7%, je crois. Donc, le Danemark, qui était dans une situation économique relativement favorable, a vraiment pris cette crise de plein fouet, que ce soit du point de vue de l'endettement ou du point de vue du chômage. Il a beaucoup moins résisté que d'autres pays. Alors pourquoi? Je ne peux pas vous dire. C'est l'une des nombreuses questions qui se posent. En tout cas, c'est un fait, le Danemark a très mal résisté à cette crise. Alors que la Suède, vous voyez, ça n'est fort bien sorti. Très affecté également, bien sûr, le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni est à peu près à 40%, mais on voit qu'il était tout de même dans une phase. En fait, j'espère que vous distinguez bien les couleurs et tout. Ça. Bon. Il était dans une phase d'endettement, effectivement, et donc là, un peu comme pour la Grèce, mais dans une moindre mesure, ensuite la dette explose, elle a été multipliée par 2. Et ils arrivent, en fait, ils étaient à un niveau d'endettement beaucoup plus faible que celui de la France, mais ils arrivent finalement au même niveau que la France et l'Allemagne et la moyenne de la zone euro, à cause de cette crise. Maintenant, on sort de l'Union européenne, alors ça c'est intéressant, parce que pendant la crise de la dette en zone euro, vous avez des pays hors zone euro et hors Union européenne qui, eux, trouvent le moyen de se désendetter. Donc c'est le cas, ici, de la Norvège. La Norvège, crise de la dette, elle ne l'a pas vue. Hein. Elle se désendette tranquillement pendant toute cette période. Alors c'est vrai que là, il y a un palier. Bon, donc admettons qu'il y a quelques pourcents qui ont été perdus. Et la Suisse, pareil, hein, crise de la dette, pas de problème, tout chousse vers le bas. D'accord? Mais, alors, il ne suffit pas d'être en dehors de la zone euro et de l'Union européenne pour que ça se passe bien. Même si, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais effectivement, on se dit les pays hors Union européenne, ils s'en sortent pas mal. À une exception près tout de même,
bien entendu, l'Islande. Mais c'est un cas particulier, un petit pays qui avait beaucoup investi dans les produits financiers, dans des banques, etc. Et alors là, l'Islande, c'est le profil de l'Irlande, en fait, hein. Donc, ils avaient un endettement relativement faible. Et puis là, au moment de la crise, ça explose littéralement. Et ils quadruplent leur dette cumulée. Alors, donc là, on a passé en revue l'ensemble des pays. Hein, et déjà, la comparaison, je dirais, zone euro, Union européenne, on voit que ça se passe mieux dans l'Union européenne hors zone euro et encore mieux en dehors, carrément, de l'Union européenne. Maintenant, on passe aux agences de notation. On va voir comment les agences ont... Enfin, une agence, parce que je n'ai pas pu tout reprendre, ça aurait un peu trop rallongé, note les pays et qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue-là, parce que c'est évidemment très important dans l'évaluation de la dette. Vous avez les trois grandes agences, hein, les fameuses, ce qu'on appelle les Big Three, Standard & Poor's, Fitch et Moody's, et puis vous avez d'autres agences, Dagong, Egan Jones, Kroll, qui en général sont un petit peu plus sévères hein, que les trois grandes, qui elles, je dirais, sont un peu plus diplomatiques, un peu plus diplomates vis-à-vis des pays européens, donc je pense qu'elles ont tendance à nous surnoter un petit peu. Alors, les principes de notation, les voici. Donc, j'ai repris uniquement les données de Standard & Poor's, sachant qu'il y a effectivement des différences suivant les agences de notation. Il y en a qui notent un petit peu plus bas certains pays, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Alors, la note financière d'un pays, qu'est-ce qu'elle mesure? La volonté et la capacité d'un État souverain à rembourser sa dette entièrement et dans les délais. Donc, Standard & Poor's explique parfaitement sa méthodologie dans un document de référence. Hein, il n'y a pas de... Enfin, on n'a pas tous les détails de la construction statistique de l'indice, mais il nous explique bien les principes. Ils vont noter chaque pays suivant ces 5 rubriques: politique, économique, externe, fiscale, monétaire. La note politique, elle note la stabilité des institutions politiques et des finances publiques, également le risque géopolitique. La note économique, elle note le niveau de revenus, les perspectives de croissance et la diversification économique. La note externe, le statut de la monnaie dans les transactions internationales et la dette de l'État vis-à-vis de l'extérieur. La note fiscale, les performances fiscales et le fardeau de la dette. Et la note monétaire, le contrôle de la quantité de monnaie et le taux d'inflation. Sur chacune de ces rubriques, Standard & Poor's décerne une note de 1 à 6 pour chaque pays. Et puis ensuite, je ne sais pas trop comment ils combinent ces différentes notes. Ils sortent une note finale. Alors, ce qui est un petit peu étonnant, quand on vient de l'école autrichienne, et je dirais même d'un point de vue d'analyse économique assez basique, c'est que ces agences de notation ne semblent pas vraiment tenir compte de la variation de la valeur de la monnaie. Sauf une, je crois que c'était Egan Jones, non pas Kroll. Alors, l'agence Egan Jones a récemment baissé la note des États-Unis, je pense. Et là, effectivement, dans l'explication de la baisse de la note, il y avait l'idée il était clairement dit que la valeur de la monnaie, compte tenu de la politique de création monétaire de la Banque centrale, la valeur de la monnaie allait baisser. Et donc, ce n'était pas dit comme ça, mais je traduis, les États-Unis vont commencer à rembourser leurs dettes dans une monnaie de moins en moins bonne qualité. Et donc, effectivement, ils ne sont pas en mesure de rembourser leurs dettes entièrement. Forcément, ils ne la remboursent pas entièrement, puisqu'ils la remboursent dans une monnaie qui se dévalue de plus en plus. Mais je dirais que c'est, quand on lit les documents, par exemple, de Standard & Poor's, cette idée du fait que les États remboursent dans une monnaie qui se dévalue, du fait de la politique monétaire, etc., cette idée n'est pas très apparente. Alors, bon, elle est quand même normalement prise en compte dans la note monétaire, mais elle devrait, à mon avis, être mise en avant de façon beaucoup plus explicite. Alors, les notations des obligations de long terme, ce sont les plus importantes. À court terme, évidemment, le risque est beaucoup plus limité. Donc, ce sont les notes des obligations de long terme qui sont les plus cruciales, je dirais. Donc, voilà le schéma des notes qui est utilisé par Standard & Poor's et par Fitch. Moody's a une notation un petit peu différente, enfin qui revient grosso modo au même. Il n'y a pas beaucoup de différents. Donc, vous avez le fameux triple A qu'on appelle première qualité. Bon. Ensuite, le double A, haute qualité, en trois rubriques. Le simple A, donc là on tombe sur une qualité moyenne supérieure. Le triple B, qualité moyenne inférieure. Alors ensuite, attention, là il y a, je dirais, un saut
qualitative dans une certaine mesure. Là, on passe à ce qu'on appelle le domaine du spéculatif. Alors qu'au départ, on est dans des obligations du domaine de l'investissement, donc relativement sûr. Là, à partir du double B, on passe dans le spéculatif et ce qu'on appelle vulgairement le junk bond, c'est-à-dire l'obligation pourrie. Alors ici, à ce niveau-là, elles ne sont pas forcément tout à fait pourries, mais elles vont devenir de plus en plus au fur et à mesure qu'on descend les nombres. Le simple B, donc très spéculatif. Le triple C, extrêmement spéculatif. Là, on commence à manquer de vocabulaire pour dire à quel point c'est pas bon, mais c'est clair que ça commence à sentir le roussi, là. Défaut imminent. Là, le feu est au rouge. Hein. C'est moi qui ai rajouté les codes de couleur. Et puis là, on est mort. Hein. C'est le défaut. C'est le cercueil. D'accord. Donc voilà les différentes notes. Alors maintenant, on va voir comment Standard & Poor's a noté les différents pays, quelle était l'évolution de leurs notes respectives. Donc je le représente ici sur ce schéma. À partir de 98, donc là on a à peu près le début de l'euro, vous voyez, jusqu'en 2012. Et on a des notes croissantes, double C, triple B, etc., jusqu'au triple A ici, note maximale. Et la limite des junk bonds est ici. Donc dès qu'on passe en dessous de cette limite, on est dans l'obligation pourrie, même si on peut nuancer encore un petit peu. Alors cette fois-ci, je vais aller dans l'autre sens. Je vais commencer par les pays hors de l'Union européenne. D'accord ? Donc la Norvège. Bon, ben la Norvège, pas de souci, on l'a vu, elle se désendette pendant la crise de la dette, ça va. La Suisse, bon, aucun problème, bien sûr. Hein. Triple A sur toute cette période. Mais, alors bien sûr, l'Islande, on l'a vu. Alors là, la chute est assez rude. Alors ce qu'on peut remarquer tout de suite, hein, c'est que la chute commence assez nettement avant 2008, hein, déjà. Elle commence un petit peu, donc c'est la crise des subprimes. Bon, c'est les emprunts immobiliers qui ont affecté l'Islande. Et donc l'Islande, qui était qui était à AA+, en fait, hein, en haut de la zone des AA, atterrit juste au-dessus du junk bond. Alors maintenant, on rentre dans l'Union européenne hors zone euro. Le Danemark, pas de souci. Le Royaume-Uni, alors le Royaume-Uni, hein, malgré la très forte augmentation de son endettement, a conservé son triple A, tout au moins chez Standard & Poor's. Il y a peut-être d'autres agences un peu plus sévères qui le notent plus sévèrement. Mais donc là, pas de problème. La Suède, bon, aucun souci. Et maintenant, on rentre en zone euro. L'Allemagne, bon, triple A. Les Pays-Bas, également, triple A, pas de problème. La Finlande. Alors la Finlande, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avant l'entrée dans la zone euro. Il y avait quelques petits soucis, peut-être d'endettement public, probablement. Mais depuis l'entrée dans la zone euro, visiblement, ils avaient mis un petit peu au clair leurs finances publiques et ils ont leur triple A qu'ils ont conservé et qu'ils conservent encore aujourd'hui. Alors on rentre dans les pays un petit peu moins bien notés. Donc la France a perdu son triple A chez Standard & Poor's, je crois que c'est le 13 janvier 2012, donc c'est tout récent. Hein. 2012, et on est passé en AA+. L'Autriche. L'Autriche également, alors ça m'étonne un petit peu parce que quand on regarde la situation économique en Autriche, elle est quand même très bonne. Le chômage n'a pratiquement pas augmenté du fait de la crise. Le niveau d'endettement, c'est vrai, relativement élevé, mais pas plus que l'Allemagne, avec un taux de chômage plus faible. Donc je suis un petit peu étonné de la note de l'Autriche, mais bon, ils doivent avoir leur raison. La Belgique. Alors la Belgique a toujours été un cran au-dessous, vous voyez, elle était en AA+, et du coup elle perd un cran et elle passe en AA également. Alors pas tout à fait au même moment puisque j'ai décalé, ça doit être un tout petit peu plus tôt, je pense. Peut-être un mois ou deux avant. Alors maintenant, on rentre dans les pays les plus fortement touchés. Donc l'Espagne, bon, un parcours chaotique, ça serait quand même trop dire, hein, mais enfin bon, pas rectiligne on va dire. Et juste après la crise, effectivement, on voit que la note commence à baisser et elle atterrit au triple B+. L'Irlande. Alors, l'Irlande était globalement mieux notée que l'Espagne avant la crise, mais on voit qu'elle a été davantage touchée. D'ailleurs, c'était clair sur les statistiques, sur l'évolution de la dette. Et on voit que la chute est plus rapide, mais elle atterrit finalement au même point que l'Espagne. L'Italie. Alors, l'Italie a toujours été notée moins bien. On comprend pourquoi. On a vu que l'endettement était au-dessus des 100% du PIB. Et donc, pour un pays qui n'est pas non plus économiquement très
très efficace. Bon, c'est vrai qu'il y a des différences régionales, etc. Bon. Donc, elle était toujours un cran en dessous. Elle a subi la crise, au fond, pas de façon très sévère, et elle atterrit, en fin de compte, exactement au même point aussi.